Cela restera sans doute l'un de ses plus beaux combats. En 2001, devant un hémicycle presque vide, Christiane Taubira, députée de la Guyane, fait reconnaître la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. L'esclavage perpétré à partir du XVe siècle aux Amériques, aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, indiennes et malgaches constitue un crime contre l'humanité. Un moment historique qui vient s'ajouter à 5 siècles de traite négrière jusqu'au 27 avril 1848, date à laquelle Victor Schœlcher signe le décret d'abolition de l'esclavage. Mais le texte reste symbolique, l'État n'accordant pas de réparation contre le préjudice subi. La loi prévoyait par ailleurs de modifier le contenu des manuels scolaires, et là encore, la République n'est pas allée jusqu'au bout. 6 ans après le vote de la loi et au moment de la commémoration, le combat est loin d'être gagné. La France commence seulement à admettre que ses citoyens noirs souffrent de discrimination et surtout, selon l'ONU, il existe actuellement plus de 200 millions de personnes vivant dans des conditions proches du statut d'esclave. Si quelqu'un comme moi venait vous demander votre enfant pour l'emmener loin d'ici, à Paris ou à Beyrouth ou ailleurs, et lui offrir une éducation, que diriez-vous? Oui. Et c'est ainsi que l'esclavage moderne débute souvent. La France unie après la victoire des Bleus au Mondial de 98, une situation inespérée pour nos gouvernants après l'année noire qu'ils venaient de traverser. Et à quelques heures du coup d'envoi du Mondial 2006, nul doute que l'attrait pour ce rendez-vous sportif monte en flèche, avec dans le même temps une montée d'adrénaline et d'espoir. C'est toujours un petit constat d'échec de dire ça, mais ça avait marché en 98 avec la Coupe du Monde de foot, donc pourquoi pas une nouvelle fois cette année. Et ça ne va pas être simple, car les émeutes de banlieue et la fronde anti-CPE avaient déjà créé bien des dégâts avant que n'éclate l'obscure affaire Clearstream. Quand une Coupe du Monde de foot n'est pas un remède par rapport à ça, puisque je ne pense pas qu'il y ait une vraie maladie. Pourtant, selon un baromètre politique publié en mai dernier, 7 Français sur 10 n'ont confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner le pays. Et selon l'INSEE, le moral des Français a plongé. Alors les Bleus permettront-ils de voir la vie en rose? Bien sûr. D'ailleurs, c'est là-dessus que compte le gouvernement. Il espère bien que le mondial, Roland-Garros d'abord, le mondial ensuite, puis le Tour de France derrière, les Français vont tout oublier. Le problème, c'est que les causes profondes seront toujours là. Je ne pense pas qu'il y aura une pause avec le mondial. Je pense que les Français, aujourd'hui, ils sont en plein dans un temps politique. Ils ont envie de parler de l'avenir. Ils sont 49% à penser qu'un beau parcours de l'équipe de France aura des effets positifs en termes de conjoncture et de morale des Français. Le match de football met en scène ce qui paraît être l'idéal du rapport social, un affrontement entre personnes égales dans l'unité. Le sport, c'est un grand jeu national. J'aurais bien aimé que la politique fasse exactement la même chose et que nous ayons la même unité en politique qu'au mondial. L'instant d'un match et surtout d'une victoire de l'équipe de France, l'illusion réaliste d'un bon ordre social est parfaite. J'espère que le mondial va faire oublier à chacun ses petits soucis, parce que c'est fait aussi pour ça. De là à oublier les problèmes qui se posent à la France et aux Français, peut-être pas. La communion par le football n'est que virtuelle. Les débats législatifs vont se poursuivre pendant ce temps. Raison de plus pour y rester attentif. « 7 millions de franciliens empruntent chaque jour le métro, le RER et les trains de banlieue. Un flux massif qui ne va pas s'imposer des problèmes de sécurité au quotidien, laissant émerger une véritable délinquance spécifique des réseaux ferrés parisiens, avec en première ligne le vol à la tire. Des personnes souvent jeunes d'ailleurs et d'origine étrangère, on pense notamment à des Roumains, à des jeunes Roumains qui étaient envoyés sur le réseau pour commettre ce type de délinquance, étaient rattachés, on le sait maintenant, à des réseaux que nous avons pu, pour partie en tout cas, démanteler.
En tenue ou en civil, plusieurs escadrons de la police des transports patrouillent ici et là dans les réseaux. Le sous-sol est parfois le reflet des débordements d'une jeunesse délinquante, rencontrée également en surface. Les moments les plus chauds, comme pour tout fonctionnaire de police pendant les émeutes du mois de novembre, les manifestations anti-CPE nous ont mobilisé beaucoup aussi. Plusieurs centaines de personnes sont contrôlées chaque jour. Une trentaine d'interpellations sont effectuées par ces fonctionnaires de police. Une présence dissuasive et répressive pour tenter de rassurer les usagers. Ça fait peur. Ça fait peur. On se dit, oh là là, je vais ailleurs ou il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Le soir, c'est sûr que c'est plus dangereux, mais sinon, pendant les journées, ça va. Et puis ça dépend des quartiers aussi. J'ai pas peur quand je prends le métro. Je rentre le soir tard, je prends le dernier métro, j'ai jamais eu de soucis. Opérationnel 24 heures sur 24, le SRPT déploie désormais des effectifs sur les créneaux horaires qui n'étaient pas couverts. Et c'est avec l'aide des 160 policiers en civil de la brigade anti-criminalité que la délinquance souterraine a pu reculer, moins 11% en 2005 par rapport à 2004. Nous travaillons depuis quelques mois sur des phénomènes violents contre les usagers, que ce soit des agressions ou des vols avec violence. Le projet de loi de Nicolas Sarkozy contre la délinquance engagera également l'action des hommes de l'ombre, notamment dans la lutte contre la drogue, avec des dépistages organisés dans les transports. Des intentions à la réalité, la question de la diversité rend difficile l'organisation des législatives 2007 dans les deux principaux partis. Chez les socialistes, on reconnaît que ça n'a pas été une tâche facile, mais les responsables sont plutôt contents. Objectif atteint et donc une satisfaction assez visible. Plus de 10 députés socialistes, républicains, tout à fait comme les autres, mais qui en plus seront issus de l'immigration, c'est-à-dire que l'on passerait de 0 aujourd'hui dans l'Assemblée nationale à plus d'une dizaine. On n'est pas dans le symbole. Pourtant, lors de la convention du PS samedi, le député de la Guadeloupe, Victorin Lurel, a démissionné du secrétariat national Outre-mer. Il n'y a pas assez de candidats noirs, selon lui, et le sort de l'antillaise Georges Paul-Angevin dans la 21e circonscription de Paris est encore incertain. La question se pose. Ce n'est pas en pratiquant la politique de l'autruche, une sorte de républicanisme qui est en fait un conservatisme qui n'est pas éclairé. Dans une équipe de France, on a 11 joueurs, on a des Vieira, des Zidane, des Makelele qui marquent des buts. Dans une assemblée nationale, il y a 555 députés. On pourrait quand même avoir un certain nombre de candidats dans des bonnes circonscriptions. Safia Autocoré à Trappes et Rose Gomis à Saint-Denis, toutes deux d'origine africaine, sont tout de même investies en Île-de-France. À l'UMP, après un appel d'offres, la Commission nationale a retenu une vingtaine de candidats issus de la diversité. À droite aussi, on estime que sur cette question, le challenge est réussi et même mieux qu'à gauche. Le PS a désigné des représentants des minorités visibles en quantité, mais les circonscriptions qui leur sont proposées, ce sont un peu des circonscriptions, ce sont même beaucoup des circonscriptions considérées comme difficiles. Donc c'est un marché de dupes qui leur est proposé. Et même si l'UMP a suivi à la lettre les instructions de Nicolas Sarkozy, les vieux démons xénophobes errent toujours sur la légitimité de ces candidats issus de la diversité. Je suis docteur en droit public, je suis maître de conférence en droit à la Sorbonne et à Sciences Po. Alors que mes parents ne savaient pas lire et écrire, j'ai un vrai parcours. Et pourtant, aujourd'hui, pour certains, on ne me juge pas sur ce parcours, mais sur la couleur de mes cheveux et sur la couleur de mes yeux. Et ça, je trouve ça difficile. Quoi qu'il en soit, même s'il reste encore des réticences ici ou là, une chose est sûre, en plus des députés outre-mer, le visage de l'hémicycle en 2007 risque d'être un peu plus à l'image de la France. Une interdiction totale de fumer dans tous les lieux publics, une question qui partage encore les Français, même s'ils sont de plus en plus nombreux à y être favorables, 56% selon un dernier sondage IFOP. Ça ne me dérange pas du tout, je suis fumeur dehors. Pour respecter ceux qui ne fument pas. Sur 4,50 €, il doit y avoir 75% pour l'État, c'est ça hein? Donc on paye pour eux, donc ils nous laissent un petit peu de liberté. Je pense qu'un lieu pour les fumeurs et un lieu pour les non-fumeurs, c'est pas mal. La tabagie passive a des effets pervers, c'est vraiment connu. Et donc
Lorsque vous êtes dans un lieu public et votre voisin fume, c'est mauvais pour vous. Le tabagisme provoque chaque année 66 000 décès en France. D'après l'Académie nationale de médecine, 5 000 décès supplémentaires seraient attribuables au tabagisme passif. Des chiffres alarmistes sur lesquels le gouvernement s'appuie pour faire encore évoluer les mentalités et changer les comportements. Par rapport à cet enjeu de santé publique, il n'est pas question de rester dans le statu quo. Les choses sont claires. L'interdiction de fumer dans les lieux publics pourrait être décidée d'ici la fin de l'année, soit par décret, soit par un projet de loi. Les politiques sont divisés, mais il semble y avoir un consensus sur la nécessité d'un changement radical. Je suis favorable à des mesures très strictes s'agissant de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Il faut que la France, comme sur d'autres sujets, s'inscrive un peu dans la démarche de ce qu'ont fait d'autres pays européens. Reste à convaincre plus de 30 000 buralistes. En 3 ans, leur profession a touché le fond du gouffre suite à la hausse successive du prix du tabac. Il faut une adaptation pour les surfaces qui sont petites et ça va venir dans le temps, c'est obligatoire. La mentalité des gens, elle change, mais donnons le temps au temps. C'est pas la peine d'aller se mettre des gens les uns contre les autres. L'éventualité d'une interdiction totale de fumer dans les lieux publics inquiète aussi les industriels. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Ils la jugent eux aussi inéluctable. Mariée, 2 enfants, la vie de Céline a basculé. En 2002, elle perd son emploi d'aide comptable pour venir grossir le lot des 2 129 300 personnes au chômage en France. Céline Dacosta perçoit chaque mois 950 € des ACEDIC et 200 € d'allocation familiale. Mais à 29 ans, elle n'accepte pas le scénario de la mère au foyer. On n'est même pas respecté pour ça. Le fait d'être à la maison, s'occuper, c'est ingrat. C'est ingrat. C'est pour ça que je préfère travailler. Elle passe plus d'1 heure par jour sur Internet, outil devenu presque indispensable pour trouver un travail. Pour une recherche d'emploi, maintenant, on nous donne l'adresse email des entreprises, même plus l'adresse papier ni rien. C'est que l'adresse email. Donc en fait, si on n'a pas Internet, c'est une relation, ça devient un peu plus dur à chercher. Aujourd'hui, comme chaque mois, Céline a rendez-vous à la NPE. À l'agence de Torcy dans le 77, c'est cette jeune conseillère qui suit depuis peu son dossier. Avant, on les rencontrait une fois tous les 6 mois et que maintenant, c'est suivi mensuel. Donc c'est un nouveau dispositif où on les rencontre une fois tous les mois. En vigueur depuis juin 2006, c'est l'une des mesures du plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo. Ça permet en fait aux personnes d'avoir une relation de confiance qui s'installe entre eux et nous. Et puis également, pour nous, il y a une meilleure connaissance de leur parcours professionnel. Et aussi une meilleure connaissance des handicaps de chaque chômeur. Quand on a 2 enfants, les entreprises elles hésitent déjà. Et j'ai une particularité, je suis épileptique, ce qui n'arrange encore rien. Ça n'arrange rien. Donc ça fait 1 an que vous n'avez pas exercé en tant qu'aide comptable, d'accord? Donc là, je vais vous proposer éventuellement de vous évaluer sur vos compétences professionnelles, de façon à ce qu'on puisse vraiment cibler, voir là où il y a éventuellement des lacunes. Le conseiller référent va orienter sa cliente vers un organisme privé agréé. Quelques jours plus tard, à Noisiel, chez Mac 3 Informatique. Tranche A, tranche B, ça allait. J'ai été dans la fiche de paye et j'ai pu voir. Mais alors, cadre, tranche A, je ne sais pas si c'est la même chose qu'on doit mettre ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça très dur. À l'heure du bilan devant le correcteur du centre, le pronostic est sans appel. Au vu de ce que vous avez fait, c'est très faible. Ouais. C'est extrêmement faible. Étant donné que vous n'avez pas fait déjà. Bon, si vous êtes comptable, c'est normal que vous n'ayez pas fait les bilans. Mais au niveau des écritures, c'est très très léger puisque normalement il y a à peu près 3 pages d'écriture à réaliser. C'est relativement faible. Si on lui faisait une remise à niveau complète avec un stage en entreprise comme il y avait avant